Le protectorat, c'est quand un État fort place un État plus faible sous son autorité, sous sa protection, soi-disant. C'est la définition qu'elle trouve quant à cette domination qu'exercent les adultes sur les enfants. Donc, adultes forts sur les enfants faibles. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé. Quel plaisir que de vous retrouver aujourd'hui et jusqu'à 13h. Eh bien, nous allons parler des violences faites aux enfants, de pédophilie et de tourisme sexuel. Mon invité s'appelle Leïla Bassam. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe et merci de votre invitation. Vous êtes romancière et nouvelliste. Aujourd'hui, vous vivez de l'écriture après avoir exercé d'autres métiers. Vous êtes sortie de l'autoroute. Avant, vous étiez conseillère en insertion, consultante en ressources humaines, puis directrice d'une agence de communication. Comment est-ce que vous avez finalement envisagé l'écriture comme votre moyen de subsistance ? C'était pas possible de faire les deux pour vous ? Disons que l'écriture a toujours été présente dans ma vie, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Simplement, moi j'ai fait ma scolarité au Maroc, donc voilà, quand j'étais au collège, je voulais faire un bac littéraire, mais mes parents, mon entourage, pour de très bonnes raisons, m'en ont empêché. Ils ont très bien fait, je pense. Et donc après, j'ai fait une grande école de commerce, et voilà. Mais simplement, je suis restée fidèle à cette passion pour la littérature, et je pense aussi que l'écriture se nourrit de tout. Donc ce n'était pas vraiment une mauvaise chose d'exercer d'autres métiers avant, et puis de se nourrir aussi du monde pour pouvoir parler en connaissance de cause de certains sujets. Vous appréciez votre bonheur aujourd'hui de faire ça, de ne faire que ça, d'une certaine façon. En effet, oui. Alors la légende dit que vous avez envoyé votre premier manuscrit par la poste et ça a fonctionné. Alors on croit toujours à tort que quand on envoie son livre par la poste à une maison d'édition, personne ne les lit. Oui, alors quand je l'ai envoyé par la poste, je n'y croyais pas non plus, parce que je me suis dit, voilà, je croyais à la légende justement qui dit que ces gens-là n'ouvrent pas, que les services des manuscrits n'ouvrent pas les enveloppes. Et quelques jours plus tard, eh bien, j'ai eu l'agréable surprise d'être contactée par les éditions Albin Michel, par mon éditrice actuelle. Toujours, qui avait lu votre livre. Ah oui, qui est magnifique et je lui suis fidèle. Et 2 jours après, il y a aussi une autre maison d'édition qui s'était manifestée. Donc, les maisons d'édition lisent bien les manuscrits qu'ils Elles ne reçoivent. recrutent pas les écrivains que sur les réseaux sociaux en fonction de votre nombre de followers. Je ne pense pas. Si vous n'étiez pas devenu écrivain, est-ce que vous auriez raté votre vocation ? Je pense. Mais je pense que je ne l'aurais sans doute pas raté dans le sens où j'aurais quand même écrit. Parce que écrire n'est pas publié, contrairement à ce que souvent on pense. C'est-à-dire que quand je rencontre aujourd'hui des jeunes qui me disent « moi j'ai envie de publier un livre, de faire un livre », je dis « mais tu as envie d'écrire un livre ou de publier un livre ?» Ce n'est pas la même chose. Il faut faire ça d'abord pour l'envie, le besoin. Alors on peut écrire. Mais en fait peut-être que la finalité c'est quand même d'être lu. Ou pas ? Tout dépend de l'auteur. On peut écrire aussi des choses qu'on n'a pas envie de partager avec d'autres, qu'on n'a pas envie de rendre publiques. D'accord, donc finalement la publication c'est une étape mais qui n'est pas obligatoire quand on veut écrire, quand on veut être écrivain. Tout à fait, il y a des écrivains très connus qui n'ont pas voulu publier certaines de leurs œuvres. Écrire, dites-vous dans votre nouveau roman, est une façon d'éliminer. C'est vrai ou pas ? C'est ce que dit mon personnage. Donc vous pensez pas vous ? Je le pense mais à ma façon en fait. Dans le sens où... déjà, moi, je considère qu'écrire, ça me nettoie de certaines de mes de certaines noirceurs parfois. Donc c'est quelque chose qui permet en effet d'éliminer, ouais. Vous publiez votre 3e roman, donc c'est Ce que je sais de Monsieur Jacques aux éditions Albin Michel, un livre dont vous dites qu'il est l'aboutissement d'une rencontre. Alors qui avez-vous rencontré ? L'aboutissement de plusieurs rencontres au final, dans ce roman, parce que c'est un roman que j'ai toujours porté. Mais quand vous dites toujours, c'est-à-dire depuis quel âge ? Sans doute depuis l'adolescence. Oui. Parce que si vous dites ça va nous donner des clés.
vous êtes libre voilà. Ça non, dans votre livre, mais clairement, vous dites que ce livre est l'aboutissement d'une rencontre. Alors, est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive qui a fait que finalement vous vous êtes dit je vais évoquer ce sujet? Vous faites référence sans doute au remerciement. Oui, au moment où je remercie mon éditrice, bah oui, parce qu'effectivement. Ah, c'est pour votre éditrice. Oui, j'ai cru que vous avez rencontré quelqu'un qui vous avait mis sur la voie du sujet de la pédophilie. C'est parce que juste avant la publication du Ciel sous nos pas, donc mon premier roman, donc c'était mon premier déjeuner avec mon éditrice, et je lui ai parlé de cette histoire que j'avais envie de raconter. Donc je lui ai dit que dans mes projets, je lui ai parlé du deuxième roman donc, que j'étais en train d'écrire, La théorie des aubergines. Elle a trouvé ça super. Et puis je lui ai parlé d'un autre projet qui me travaillait, et donc c'est Ce que je sais de Monsieur Jacques. Elle m'y a vraiment encouragée. Alors l'action de votre livre se déroule dans les années 90. Alors c'est l'histoire qui est portée par une narratrice qui s'appelle Lula. Elle est en pleine adolescence, sujette au changement de son corps. Elle vient de déménager dans une nouvelle ville que vous ne nommez jamais, la ville sans mer, mais avec les indices que vous donnez, on imagine que c'est Marrakech. Oui, mais voilà, moi je nomme pas la ville. Non, vous la nommez pas, mais si on fait des recherches, c'est pas Rabat. Oui, en effet, on imagine... C'est une ville qui est rouge, vous voyez. Tout à fait. On voit la classe. Oui. Il y a des noms de jardins qui sont connus à Marrakech. Oui, au fait, c'était important pour moi parce que cette histoire-là, elle a un côté universel. Elle peut se passer n'importe où. C'est pour ça que vous ne nommez pas la ville, en fait. Donc c'est un choix de ne pas la nommer. Oui, c'est un choix. Parce que quand on est enfant, quand on est une adolescente, on n'appréhende pas les villes, les lieux, de la même manière que peut le faire un adulte. Les lieux sont les lieux sont les souvenirs, les sensations qu'on en a, les liens qu'on a avec les autres sont très, très importants dans la relation qu'on a avec une ville. Et je voulais que dans le roman, il y ait un côté vraiment universel, parce que les violences qui s'exercent sur les enfants sont malheureusement universelles. Alors, elle arrive dans un nouvel... il y a deux nouveaux appartements, mais c'est dans le deuxième appartement qu'elle va faire une rencontre. Vous dites que c'est un enfant du système public. Par opposition à quoi ? Par opposition aux missionnaires. Vous nous expliquez les 3 catégories que vous distinguez dans votre livre ? Oui, alors tout au sommet de la hiérarchie, il y a les missionnaires, c'est-à-dire les élèves de la mission française. Donc les enfants des milieux les plus riches, qui ont droit à une très bonne éducation, qui apprennent le français depuis leur jeune âge, et sans doute à la naissance. Et ensuite, il y a les autres, donc qui sont scolarisés dans les écoles et les lycées publics. Donc c'est quoi ? C'est une classe moyenne Alors la classe moyenne dans le roman, c'est les Palmiers. Parce qu'elle habite la résidence des Palmiers. C'est là où elle habite, en fait. C'est là où elle habite, et la classe moyenne, elle est très minoritaire dans cet environnement-là. Donc il y a les indigents qui sont très nombreux, c'est le peuple, et il y a la classe moyenne qui est là, d'où sa place de témoin d'ailleurs à mon personnage, Lula. C'est une place de témoin parce qu'elle navigue entre les deux catégories sociales. Les indigents, d'une part, qu'elle côtoie dans son collège, et puis les missionnaires, qui sont les nantis, les gens aisés, les privilégiés, qui ont beaucoup de mépris dans ce roman-là pour les indigents. Mais elle arrive à les côtoyer parce qu'elle fait partie de la classe moyenne, qu'elle a une certaine éducation, qu'elle côtoie le centre culturel français, et qu'elle s'exprime très très bien en langue française. Oui, là on est dans un milieu où finalement la société est très codifiée, et finalement personne ne sort vraiment de son milieu d'origine. Oui, personne ne sort. Elle fréquente les indigents en dehors de l'école, donc, alors que ça ne se fait pas. Tout à fait. Elle est l'exception parce qu'elle a fait ce choix. Au fait, elle est libre, sans doute aussi parce que sa famille, la configuration familiale, son milieu, lui permet aussi cette navigation entre tous les milieux sociaux, ce qui est une très bonne chose. Et elle en fait vraiment bon usage parce qu'elle a cette curiosité, et puis... cette innocence, au fait, elle est très sincère. Donc, elle arrive à nouer des amitiés avec des enfants de tous les milieux. Elle a une innocence, mais elle a des radars aussi. Elle a des radars, en effet, parce que ce qui la passionne quand elle arrive dans la résidence des Palmiers, c'est ce Judas de la porte de l'appartement par lequel elle observe tout ce qui se passe.
Et elle ne manque pas de remarquer un étrange défilé dans l'escalier, puisqu'elle voit de très jeunes garçons monter chez Monsieur Jacques, donc un Français qui habite à l'étage supérieur. On ne sait pas s'il est français. On ne sait pas s'il est français, c'est vrai. En fait, c'est un occidental. C'est un occidental. Elle le dit. Elle dit qu'il est français par la langue. Ouais. Et elle dit qu'au fond, ce n'est pas important qu'il soit français ou qu'il soit d'une autre nationalité. Là n'est pas le sujet. Il est français par la langue, c'est vrai. Il s'appelle Jacques. Et donc, il est au sommet de la hiérarchie des dominations parce que c'est un homme, c'est un occidental, parce qu'il a les moyens. Et donc, tout le monde ferme les yeux, personne ne parle de ses comportements, de ses agissements très étranges. Ça ne dérange personne que des petits garçons montent chez un monsieur de cet âge, dans cette résidence. Mais Lula, elle observe ça, elle comprend. Oui, qu'il y a quelque chose en dépit de son âge, elle comprend tout de suite ce qui se passe. En fait. Elle comprend que c'est malsain. Peut-être aussi, non seulement parce qu'elle est curieuse, et parce qu'elle lit beaucoup, donc elle a une maturité quand même. Et puis aussi parce qu'elle a vécu un traumatisme quand elle était toute petite. Je ne vais pas tout dévoiler du livre. Donc elle en parle, ça prend une page dans le roman. C'est raconté d'une manière très poétique parce que, comme le dit Lula, les choses qui nous blessent, nos traumatismes, il faut les chanter. Ça ne se dit pas, la société ne nous autorise pas à les dire, donc chantons-les. À un moment donné, elle est avec son amie, Zahira, elle chante le traumatisme. Elle a deux traumatismes. Oui. Il y a deux traumatismes. Il y a un traumatisme quand elle est petite fille, quand elle a 5 ans, et puis il y a un traumatisme qui se passe quand elle est en classe, dont elle garde les traces physiques. Ah oui. C'est vrai que, moi je dirais même qu'elle a... Enfin, la pauvre, elle a eu plus de traumatismes, mais effectivement, ce sont 2 traumatismes qui l'ont marquée au fer rouge et qui font qu'elle est très sensible à cette violence qu'elle voit, dont elle est témoin, par empathie. Et puis, voilà, elle est vigilante, elle a compris ce qui se passait, elle est indignée, ce que ne sont pas les adultes dans cette histoire. Et... elle est aussi soutenue dans ses indignations par d'autres amis de son âge. On le voit dans cette résidence avec cet hymne anti-Jacques, les dialogues. Alors, elle écrit des chansons sur Jacques. Oui. Sur Jacques le pédo, parce qu'on n'a pas encore dit, mais Jacques est pédophile. Oui. Donc elle fait des chansons. C'est sa façon qu'elle chante. Elle chante parce que c'est une passionnée de musique. Elle fréquente le conservatoire. Voilà. Elle est même amoureuse d'une voix, de la voix de Travolta. Donc. C'est pas John. Non, c'est pas John, malheureusement. Il n'a pas cette chance, parce que même son surnom, Travolta, est bancal. On ne le prononce pas Travolta, ce qui est une manière aussi de le déposséder de plein de choses. Quand on voit, finalement, elle est victime. Elle est sujette à une attraction toxique dès le départ. La première fois qu'elle le voit sur son vélo, il y a cette attraction toxique. Alors qu'elle ne sait pas qui il est, en fait, finalement. En effet. Au fait, elle repère que c'est un prédateur tout de suite. Oui, parce que comme elle le dit, elle a déjà la main du mal l'a déjà frôlé quand elle était petite. Donc au début, quand elle le voit arriver sur son beau vélo, majestueux, beau, elle le trouve beau en effet. Et puis il est français. Elle a une très belle image des Français. On lui a dit à plusieurs reprises que les Français sont des gens bien, que les Occidentaux sont quand même meilleurs. Que c'est à un moment donné dans le roman, le mot est prononcé. C'est les 100 ans authentiques, lui dit quelqu'un de sa famille. Et donc, comme elle le dit, elle aurait aimé sympathiser avec Jacques au départ. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que si les Français font des exactions, c'est pas pareil. C'est pas pareil que si ce sont des locaux. Disons que dans ce roman-là, en effet, on est beaucoup plus tolérant avec un occidental. Est-ce que ça veut dire que c'est plus accepté dans la société que vous décrivez, finalement, que ce soit quelqu'un d'extérieur à la société qui commette des actes de pédophilie ? Je pense qu'à cette époque-là, oui. C'est-à-dire qu'on considérait que peut-être... il y avait un peu plus de tolérance, disons, et puis on détournait peut-être vite le regard. Je le pense, ça n'engage que moi, mais c'est mon avis personnel. Voilà, Léla Bassienne est avec nous à l'occasion de la publication de son nouveau roman qui s'appelle « Ce que je sais de Monsieur Jacques ». Je vais me tourner vers DJ Mohand qui réalise cette émission. Il y a énormément de chansons dans votre livre qui accompagnent l'époque.
Alors on est dans les années 90, hein. Mais alors la chanson qu'on va écouter, c'est pas du tout une chanson des années 90, puisque c'est une chanson qui est des années 60. Vous vous rendez compte, elle est écrite en 1960 par Ray Charles. C'est-à-dire que c'est une chanson qui a 64 ans. Et alors c'est une chanson qui donne la pêche, mais vous nous expliquerez pourquoi cette chanson revient régulièrement dans votre livre. Ça s'appelle Hit the Road Jack. Hit the Road Jack. Quand on imagine la modernité de cette chanson 64 ans après, et le plaisir qu'on a à l'écouter, on se dit que c'est du génie, hein. Oui, en effet. Et dans le roman, elle est très présente. Alors pourquoi c'est le gimmick? Pourquoi elle revient, cette chanson? Cette chanson revient parce que Lula, elle l'entend dans le club de vacances où travaille son père et où elle se rend régulièrement. Et elle ne peut s'empêcher de faire le lien avec son Jack à elle, le voisin, voilà. Son Jack. Son Jack à elle. D'ailleurs, il va y avoir un drame. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais la violence de Jack va la frapper quand même en plein cœur, hein. Et donc ça revient systématiquement, cette chanson, parce qu'elle l'entend dans ce club de vacances comme un appel comme ça à la tranquillité pour les touristes qui sont là, et en même temps elle a l'autre facette. Vous parlez des adultes et vous dites que les adultes sont coupables de non-protectorat à l'enfance. La première des dominations est là. Le corps des enfants jamais ne leur appartient, dompté à ne jamais résister à la tyrannie adulte qui en prend possession. Et elle, finalement, Lula fait le serment de dénoncer ce non-protectorat de l'enfance. Alors, un protectorat, elle utilise ce mot quand même au Maroc. On sait que le Maroc a été placé sous protectorat. Oui. Donc, j'imagine que ce mot, elle l'emploie à dessein. C'est un jeu de mots. Ouais. Elle le dit très bien, elle a tout compris, hein. Voilà, donc elle dit que parce que le protectorat, c'est quand un État fort place un État plus faible. C'est ça la définition qu'elle trouve dans le dictionnaire. Sous son autorité, sous sa protection, soi-disant. Et donc, c'est la définition qu'elle trouve quant à cette domination qu'exercent les adultes sur les enfants. Donc, adultes forts sur les enfants faibles. Et effectivement, pas seulement à travers la figure de Jacques, qui finalement est quand même un symbole, puisqu'il est au sommet de la hiérarchie des dominations, eh bien, le corps des enfants, elle le comprend, ne leur appartient pas, parce qu'on les violente. À l'école, ils peuvent être violentés au sein de leur famille, dans la rue, et donc elle comprend que le corps des enfants ne leur appartient pas. Et quand vous violentez des enfants dans la sphère scolaire, familiale, forcément, ils deviennent une proie facile pour des pédophiles. Donc Jacques est pédophile. Alors il bénéficie d'un réseau qui est bien organisé, hein. Il a des rabatteurs, ou pas, hein, où il va. Oui, parfois il y en a qui se promènent dans la ville, mais quand même il y a des va-et-vient dans l'escalier puisqu'il habite au 7e étage. Donc en fait ça se passe quand même au vu de tout le monde, cette histoire-là, et tout le monde le voit. Que disent ceux qui sont témoins de ce qui se passe chez Monsieur Jacques? Parce que on imagine qu'il se passe des choses quand même. Oui, on imagine qu'il se passe des choses. C'est pour ça que c'était important pour moi de raconter cette histoire du point de vue de cette adolescente, parce que je voulais pas trop m'aventurer dans quelque chose qui serait complètement faux. Je pense qu'il faut être sincère quand on parle de ces sujets-là, et il faut avoir une légitimité. Et donc je pense qu'en effet les adultes ont une réaction, ils détournent le regard tout simplement, là où les enfants par contre, certains enfants en tout cas, sont indignés. Mais dans votre roman, les adultes ne parlent jamais de ce qui se passe chez Monsieur Jacques. Oui, tout le monde préfère ne pas en parler, parce que c'est le tabou suprême dans la société. C'est le tabou suprême. Alors qu'on sait qu'en plus, il y a des photos. Oui, parce qu'il y a des photos d'enfants nus. Oui, parce que à un moment donné, donc il y a un épisode effectivement où ça fuite. Ouais. Et tout le monde l'entend, hein, tout ça. Mais on refuse de dire les choses. D'ailleurs, tout le projet du roman, c'est ça. C'est-à-dire que Lula, elle dit, voilà ce qu'ils ne disent pas, voilà ce que moi, je dis. Elle dit... non, ou ce que j'aurais dû dire. Ce qu'elle aurait dû dire. Elle arrive à dire quand même les choses, c'est-à-dire elle les écrit. Elle dit, voilà. Oui, elle les écrit. Elle les écrit. Mais elle... Vous savez, à un moment donné, elle dénonce quelqu'un. Oui, dans le roman. Mais lui, elle le dénonce pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle le dénonce pas. Bon, après c'est votre lecture. Non, quand je dis qu'elle le dénonce pas, c'est qu'à un moment donné, il faut signaler ces comportements. Les signaler à qui?
Aux autorités, à la police. Et puis, vous savez, j'aime bien le parallèle, par exemple, le roman s'ouvre sur une scène aussi de violence, mais qu'elle ne vit pas, bizarrement, comme étant violente. Alors, elle est très violente, cette scène. Hein. Moi, je me demandais où on allait quand j'ai commencé le roman, puisque ça démarre un vendredi et on n'en dit pas plus. Tout à fait. Jour de prière. Et vous voyez là par contre, en effet, on punit le coupable, hein, on l'emmène. Ouais. Néanmoins, il y a des choses... déjà, il ne faut pas trop lui en demander à Lula. N'oubliez pas que c'est une enfant, une adolescente. C'est déjà énorme ce qu'elle fait. Elle arrive quand même à parler de la violence qu'elle a subie à l'école à sa mère. Ça fait quand même baisser la violence d'un cran. Elle dit beaucoup de choses, elle en fait beaucoup, hein. C'est beaucoup pour ses petites épaules, je pense. Et puis, concernant Monsieur Jacques, si, les enfants donnent une alerte quand même. Leur chant qui s'élève, quand elle écrit un chant, c'est quand même pour être audible. Elle le dit, la voix des enfants s'est élevée, elle a rempli le silence, le vide sur lequel toutes les fenêtres ouvraient, mais le silence est tombé, c'est le silence des adultes. La nuit est tombée. Voilà. Monsieur Jacques est un fantôme, c'est une présence, et il n'y a que les enfants pour le voir. Une de ses amies est victime de ce qu'on appelle un viol en réunion. Et là, pareil, le silence s'abat. Il ne s'est rien passé. Officiellement, il ne s'est rien passé. Officiellement, il ne s'est rien passé parce que le corps n'a pas gardé une trace. On l'emmène voir un médecin parce qu'on est des gens bienveillants. Et donc, on l'emmène voir un médecin. Et comme dit Lula, elle a réussi l'examen puisqu'elle est vierge. Et si elle est vierge, il ne s'est rien passé. Donc, ce n'est pas grave du tout. Voilà. C'est pas grave, sauf qu'on l'extrade. Oui, parce qu'il faut... C'est souvent comme ça, d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui, hein, dans les violences faites aux enfants. C'est-à-dire, c'est la victime, au lieu de la protéger, c'est elle qui est exclue. Elle est doublement punie. Et ça, c'était une mentalité encore plus présente à l'époque, dans les années 90. C'est-à-dire, celui qui est victime d'une violence physique, d'une humiliation, il ne dit pas les choses aussi parce qu'il a peur d'être doublement puni. Elle le dit, Lula, à un moment donné, parce qu'elle le comprend. Il y a un de ses camarades qui lui fait une confidence et qui lui dit ça. Il lui dit, quand on met en plus les mots dessus, quand on dit les choses, ben là, on est banni parce qu'on est doublement sali. Ouais. Et ça leur donne une réalité, finalement. Si on les dit, c'est que les choses existent. En effet. Alors que si on occulte ça, si on l'enterre et personne n'en parle, il ne s'est rien passé. Il y a un autre volet, c'est qu'il y a vous parlez de la prostitution dans cette société. Une prostitution qui existe. C'est le plus vieux métier du monde, mais néanmoins, ça pose un énorme problème quand il s'agit d'enfants, bien entendu. Une prostitution, alors on peut donner des sens aux choses. Une prostitution, alors qui est tarifée, hein, soit avec rabatteur, soit pas d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ce qu'elle observe depuis le Judas, c'est ce qu'elle comprend, parce que tout le roman est construit comme ça. Oui, mais ça c'est plus quelqu'un d'autre qui lui explique comment ça fonctionne. Aussi. Hein, qui lui explique comment il y a une prostitution qui existe chez des adolescents, oui. Et que alors là encore, est-ce que ce sont des touristes, est-ce que ce sont qui viennent récupérer et qui viennent... c'est des prédateurs, hein, qui viennent chasser ces enfants. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la littérature rend très bien compte de ce côté, de cette prédation-là. Hein. Vous savez, il y a des grands noms de la littérature française qui nous ont très bien parlé de ces phénomènes, hein, en parlant d'eux-mêmes. Mais là, je parle de votre roman. Oui. Hein, parce que vous évoquez, notamment un jeune garçon qui explique pourquoi il l'a fait. Hein, vous parlez de cette prostitution entre les jeunes Marocains et les touristes. Vous dites qu'elle est fréquente et finalement que c'est aussi souvent financièrement le seul moyen et le seul revenu financier dont disposent les familles pauvres. Oui, à cette époque-là, sans doute. En tout cas, c'est le témoignage qu'elle recueille, Lula. Hein, voilà. Oui. Vous l'écrivez, mais vous avez du mal à en parler. Je sais pas. Parce que... Est-ce que c'est une réalité finalement qui, de toute façon, aujourd'hui, par exemple, les ONG, oui. Au moment du tremblement de terre, du mois de septembre, ont lancé un warning parce que il y avait des prédateurs qui sévissaient dans les camps de réfugiés et qui allaient voir les gamins des rues. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'en 2023,
ça existe encore, vous voyez ce que je veux dire? Si ça existe encore, je pense que de toutes les façons, le lieu géographique ne fait pas exception. Hein. Disons que c'est quelque chose... Là, je prends un exemple. Par contre... Je vous prends un exemple. Oui, hein. oui. Je prends un exemple d'un warning qui a été lancé suite au séisme de Marrakech. Oui. Bon, il y a eu quand même, on va dire, quelques affaires qui ont défrayé la chronique. Notamment, il y a eu le fameux, ce qu'on appelle le pédophile de la plage. Hein. Oui, bien sûr. L'été dernier. Oui, exactement. On est en 2023. Hein. Oui, tout à fait. Oui, donc ça, c'est... Au fait, vous dites que j'ai du mal à en parler, je n'ai pas de mal à en parler. Je veux juste rester à ma place de romancière. Ce que je fais, je ne suis pas sociologue, ni une spécialiste de la pédophilie dans différents pays. C'est ça que je veux dire par là. Mais autrement, je vous en parle sans aucun problème. Je veux juste être sincère et franche. Et j'en parle d'ailleurs, la preuve, j'en parle dans mon roman sans aucun problème. Et vous en parlez dans votre roman sans aucun problème. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais après, bon voilà, savoir si effectivement, aujourd'hui, ce sont des choses qui existent. J'imagine que oui, malheureusement. J'ai vraiment envie de vous dire non. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Après, pour répondre à votre question de manière plus précise, bien sûr qu'au Maroc, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, et notamment grâce à la société civile, à toutes ces associations. Il y a des associations qui font un travail remarquable, et heureusement qu'elles sont là pour lutter contre ces agissements. Mais ce n'est jamais assez, parce qu'il faut aussi travailler sur les mentalités. Et je pense, dans ce que j'écris, je parle beaucoup de ce silence coupable, et c'est aussi ça qu'il faut, contre quoi il faut lutter. Le silence d'une société, finalement. Et c'est quelque chose. De toutes les façons, ces crimes-là, c'est pas une affaire gagnée, hein, ni au Maroc ni ailleurs, hein, pas même en France d'ailleurs. Leila Bassène est notre invitée aujourd'hui. Alors, je disais qu'il y avait beaucoup de musique dans votre livre. Alors, il y a beaucoup de Michael Jackson. Oui, il y a beaucoup de Michael Jackson parce que c'était l'époque. Et donc Lola, elle est fan avec ses amis de Michael Jackson. Elle reproduit les chorégraphies de Michael Jackson. Étant donné qu'elle va au conservatoire, donc elle essaye de jouer à la guitare quelques morceaux de Michael. Donc voilà. Mais c'est les années 90. Donc, Thriller, ça reste l'album le plus vendu de l'histoire du disque. Hein. Oui. Aujourd'hui, même encore aujourd'hui, et personne ne le battra, puisque de toute façon, aujourd'hui, on vend plus de disques. En effet. Et puis, ça lui permet aussi de comprendre quelque chose de ce qu'elle observe, de ce qui l'indigne, puisque, à un moment donné, il y a un des jeunes qui parle, de Neverland. Et, donc, Neverland, pour tout le monde, c'est le... c'est le grand ranch de Michael Jackson. Oui. Exactement, où il y a eu des accusations donc de pédophilie. Et donc, quand ils parlent de ça, c'est vrai que ça leur fait un choc, parce que d'un coup, ils comprennent les gens peuvent avoir plusieurs facettes, ils savent pas, ils s'interrogent. Et c'est ça, en fait, la complexité de ce sujet-là. C'est que les gens, en général, ne sont pas faits d'un seul bloc. Hein. Il y a des criminels très sympathiques qui vous diront bonjour, qui vous donneront un coup de main, et vous ne soupçonnez pas du tout ce dont ils sont capables. Et c'est ça qu'elle comprend. Alors, c'est pas du tout Michael Jackson, du coup, qu'on va écouter. On va écouter Eros Ramazzotti. Alors, lui, énorme star. Hein. Une chanson qui a été d'ailleurs reprise avec Tina Turner quelques années après. Mais là, on va écouter Cose de la Bita. Et je me rappelle que le clip à l'époque avait été fait par Spike Lee. Heureusement qu'on n'a pas chanté, hein, puisque les micros étaient ouverts, Leila. Donc là, c'était foutu pour nous. C'était foutu pour notre carrière. C'est sûr. On parle de Loula, votre héroïne, hein. En tout cas c'est le porte-voix de votre roman. Loula est témoin de ce qu'on peut dire, elle a une position de témoin finalement de ce qui se passe. Quel regard on peut porter sur la position de quelqu'un qui est témoin? C'est la position la plus difficile vis-à-vis de la société, en tout cas. Elle l'explique bien, elle dit pourquoi. Parce qu'on est à la fois victime et on se sent aussi coupable en tant que témoin. Parce que plus tard, elle souffre de culpabilité. Oui, elle a à la fois en grandissant, ouais. Elle se sent à la fois victime et aussi un peu coupable.
Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont bien connues. Hein. Voilà, je pense que les psychologues se sont penchés sur cette position, voilà, qui n'est pas facile du tout. On parle du traumatisme des témoins aussi. C'est une position intéressante pour rendre compte de ce qui se passe, malgré tout. Voilà. En même temps, donc c'est une position, elle est témoin de toutes ces violences-là, mais elle comprend, en même temps, elle a la clé pour transcender cette violence, qui est celle du langage, qu'elle va aiguiser cette arme-là. Elle aiguise son langage comme on aiguise une arme, parce que elle a compris qu'une des plus grandes violences qui s'exerçait sur ces jeunes-là, c'est la privation du langage. D'abord par le silence qui entoure les crimes qu'ils subissent, et aussi parce qu'eux ne sont pas capables d'exprimer ce qu'ils ont subi, cette violence-là. Ils ne sont pas capables de la raconter parce que ce sont des indigents, donc des pauvres, qu'ils sont scolarisés voilà, dans un milieu scolaire quand même qui n'est pas le meilleur, qui est très bancal, et puis qui n'ont pas accès à la culture. Ce qui est un grand handicap. Est-ce que c'est parce que justement ces enfants, ces adolescents viennent de milieux défavorisés qu'on ne le dit pas? Est-ce que si c'était des milieux plus favorisés, finalement, les langues se déliraient plus facilement? Ah oui, sans doute. Parce que, voilà, effectivement, ça, elle le comprend très bien. C'est-à-dire que ce qui fait que les adultes autour d'elle ne disent rien, ne font rien, c'est parce que ces jeunes sont très pauvres. Et sur les pauvres, on peut. Voilà. Et puis en plus, on en revient à la question de domination, finalement. Tout à fait. Ils sont au plus bas de l'échelle des dominations. Ils sont enfants et pauvres. Donc, ça autorise les autres. Vous voyez, des enfants des enfants très pauvres, par exemple, dans les pays sous-développés, ils traînent dans la rue, etc. On les considère même plus comme des enfants, hein. Même les touristes, moi j'ai souvent observé ça, j'ai pas mal voyagé, j'ai souvent vu ça, c'est-à-dire que des touristes occidentaux les traitent comme des adultes. Les gens n'y voient aucun inconvénient. Elle va quand même changer de comportement, puisqu'avec le temps, elle apprend à les refouler. Elle apprend à les refouler parce que il y a cette culpabilité. Elle en a les moyens aussi. À un moment donné, elle grandit. Elle n'est plus qu'une enfant. Simplement, elle a fait le serment de rester fidèle à l'enfant qu'elle a été et à ses camarades et à ses jeunes. Parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps le livre Triste Tigre de Neige Sino. Elle parle très bien de ça. Elle dit que les violeurs d'enfants le font parce qu'ils le peuvent. Eh bien, les victimes, quand elles le peuvent, racontent elles aussi voilà, leur version des faits. Et donc les témoins aussi. Comment le sujet s'est imposé à vous, finalement, et pourquoi avoir choisi la forme romanesque pour l'exprimer et pas avoir fait une enquête? D'abord, je ne suis pas journaliste pour faire une enquête, donc je suis romancière et je veux faire mon travail de romancière. Donc c'est pour ça que c'est un roman, c'est un vrai roman. En même temps... Alors quand vous dites que c'est un vrai roman, est-ce qu'il faut chercher des clés dans votre roman? Voilà. Ça vous appartient, hein, vous. Non, mais vous remarquerez que je vous pose la question. Oui, c'est vrai. Alors, parce que vous dites que c'est un roman que vous portez depuis longtemps. Donc, si vous portez depuis longtemps ce roman, vous voyez, l'héroïne, elle a quand même grandi dans la ville où vous êtes né. Peut-être que finalement, vous avez vu des choses à cette époque-là. Disons que chaque écrivain a ses obsessions, qui sont bien sûr le résultat de sa trajectoire personnelle. Et quand on écrit avec ça, hein, en tant que romancier. Et je pense que j'ai écrit ce roman avec tout ce dont j'ai été peut-être témoin de manière différente. Donc j'en ai fait un roman, mais qui parle en connaissance de cause. Donc vous en avez été témoin? D'une certaine manière, d'une bonne partie de ces violences-là, oui. C'est pas facile d'écrire sur la pédophilie, sur la prostitution. C'est pas des sujets faciles à aborder. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait quand même une crispation au moment de la sortie de votre livre ou pas du tout? Alors, à utiliser certains mots justement comme pédophilie, pédocriminel, voyez, prostitution. Est-ce que c'est des mots qui choquent ou pas?
Alors en fait, quand j'ai écrit ce roman-là, je l'ai écrit par nécessité, comme tout ce que j'écris. Je me demande pas si ça va plaire aux autres ou pas. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. C'est mon territoire de liberté la plus totale. Et après, ce qui advient par la suite, ça appartient aux autres. Donc que ça leur plaise ou pas, c'est ainsi. Je me demandais en effet si ça allait susciter quelques réactions. Il y avait de boucliers, enfin. Oui, disons que le livre est sorti il y a quelques jours seulement, et jusqu'à présent, je suis très agréablement surprise par les réactions, même sur les réseaux sociaux, de gens qui me félicitent d'avoir parlé de ce sujet, qui sont très contents que ce sujet-là soit enfin abordé en littérature. Et justement, qu'est-ce que ça a changé, les réseaux sociaux, sur la prostitution et sur la pédophilie ? On peut faire beaucoup de reproches aux réseaux sociaux. Mais ils ont au moins le mérite de nous permettre parfois de voir ce dont on est tenté de détourner le regard, très souvent. Comme le fait d'ailleurs la littérature, de manière bien sûr bien plus aboutie, bien plus riche et dense. Mais ça a ce mérite-là. Et puis en plus, on a tout de suite les réactions à chaud des gens. Qu'est-ce qu'il est devenu, Monsieur Jacques ? Je ne vais pas tout dévoiler. Dans le roman, il y a une fin quand même. Une fin, mais qui, je pense, est quand même très, très dramatique. Parce que souvent, j'ai fait beaucoup de recherches, bien entendu. Et souvent, ça se termine mal, ces histoires-là. Et donc, mon Monsieur Jacques ne fait pas exception. La dernière phrase du roman, ça reste quand même « Regarde donc ce que fut la fin de Monsieur Jacques ». Parce que les victimes se vengent souvent. Dans ces affaires-là, de ce que j'ai pu constater, oui. Oui, parce que justement... qu'il y a un impact finalement, parce qu'on ne mesure pas l'impact que ça a sur les victimes. Tout à fait. On ne mesure pas l'impact qu'il y a sur ces victimes-là, et en plus, on les prive de leur position de victime et du langage qu'ils pourraient avoir pour décrire leur malheur. Et la littérature est là pour ça, parce que moi, mon projet était un projet purement littéraire. Et j'ai voulu que ces dominés, ces enfants maltraités, ces enfants abusés, puissent enfin triompher par le langage de leur bourreau. On est toujours prisonnier de son corps. Ça, c'est extrait d'un livre de Dalton Trumbo, qui est très important pour Lula. Oui, c'est le livre très célèbre, Johnny s'en va en guerre. Il y a un film aussi qui est très célèbre. Oui. Soldat de Première Guerre mondiale. En effet, donc c'est un livre et un film antimilitariste, ce que je suis aussi, position que je partage. Et donc, quand elle lit des pages de ce roman, elles sont une empathie, une tendresse énorme pour le personnage de Johnny. Et voilà, donc c'est la violence. On a beau la justifier par un raisonnement politique, elle n'a aucune justification. La souffrance humaine, rien ne mérite de causer une souffrance humaine. Ça peut paraître naïf, mais le livre ne l'est pas du tout. Léla Bassène, merci d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir, Ce que je sais de Monsieur Jacques, chez Albin Michel. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast. Alors sur beurrefm.net, vous allez sur beurrefm, vous en profitez pour regarder le site de beurrefm. Vous retrouverez le podcast sur l'ensemble des plateformes qui reprennent l'émission, et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Leïla d'avoir été avec nous. Merci à vous, et c'est un plaisir. Voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas trop heurté vos oreilles, et passez une très belle journée. Santé sur Beurrefm.